Et Sébastien, je vous avais conseillé d'utiliser un matériel flexible qui est le polyuréthane thermoplastique. On peut voir comment ça se déforme ici. Vite, vite, vite. Ah, c'est les derniers petites... C'est prêt. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'impression 3D. D'abord plutôt dans la recherche et le développement, et puis ensuite aussi en tant que prestataire de services pour du prototypage, pour l'industrie médicale, vraiment beaucoup de choses très très variées. Le Spot, c'est un makerspace à l'EPFL. Et la salle d'impression 3D de manière spécifique, justement, c'est un des ateliers du Spot qui propose des outils aidant les étudiantes et les étudiants à prototyper. Des espaces comme celui-ci. J'utilise souvent l'image de la colocation. On imagine une colocation où on partage un appartement avec 100, 200, 300 personnes. C'est clair qu'il faut qu'il y ait un savoir-vivre qui accompagne le savoir-faire. Quand on a ouvert le Spot en 2022, la partie impression 3D, c'était 8 machines. Avec assez peu de structures et de systèmes de gestion, etc. Mais maintenant, on a 4 fois plus de machines, un système de gestion qui donne beaucoup d'autonomie aux étudiants et aux étudiantes, la capacité de déployer des équipements, parce qu'en fait, la demande, elle est juste gigantesque, elle ne fait que augmenter. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 1000 personnes qui ont accès à la salle, ça veut dire qu'elles ont reçu la formation. En réalité, il y en a plus, mais qui sont toujours inscrites à l'EPFL, ça fait à peu près 1000 personnes. Et en termes d'utilisateurs et d'utilisatrices effectifs par semestre, c'est entre 300 et 500 personnes. Ces personnes, elles viennent de toutes les sections de l'EPFL. Au final, on imprime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment des chiffres industriels. Il y a entre 8 et 10 000 cycles d'impression qui sont lancés chaque année. Ça représente 30-40 000 pièces par an. Ces volumes d'impression, il soulève une question qui est très importante à nos yeux, c'est l'aspect de durabilité dans cette salle. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Pour accéder à la salle, il faut avoir suivi une formation qui est en présentiel, qui dure 1h30, 2 heures à peu près, qui couvre différents sujets, différentes thématiques. Bien sûr, le comportement à avoir dans la salle, comment on utilise une machine, comment on interagit entre nous, mais aussi, surtout, toute une partie dans la formation qui concerne comment bien faire de l'impression 3D. C'est vraiment très important à mes yeux que les gens impriment pas en croisant les doigts pour que ça fonctionne, mais avec la conviction que ça va fonctionner, en sachant pourquoi. Et ensuite, donc, cette formation, elle donne accès à la salle et directement en libre accès à une trentaine de machines qui sont vraiment ce qu'on appelle open access, où les étudiants et les étudiantes vont pouvoir être autonomes s'ils le souhaitent sur ces machines-là, travailler à leur rythme, selon même leur propre méthode s'ils veulent, dans un certain cadre. Mais toujours en pouvant bénéficier d'un coaching, pouvoir poser des questions. Et puis après, il y a toute une partie sous supervision, c'est-à-dire que la partie libre accès de la salle va répondre à 90-95% des besoins. Mais tout d'un coup, si une équipe ou une personne a besoin de faire des pièces plus grosses, plus techniques en termes de précision, de technicité, de géométrie ou alors même de matière, on a une partie sous supervision avec 5 machines que vous voyez derrière moi qui peuvent faire des choses beaucoup plus avancées et qui s'approchent même de ce que les étudiants vont pouvoir trouver dans l'industrie. L'impression 3D et plus largement tous les procédés de fabrication additifs sont d'une part très intéressants pour le prototypage, parce qu'ils permettent très rapidement de passer d'une idée à un objet, donc de pouvoir tester cet objet, de pouvoir l'utiliser, l'assembler, voir s'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, pouvoir l'optimiser, vraiment travailler par itération. Quand on a une imprimante 3D chez soi, dans son salon, on va peut-être même pas savoir dessiner des pièces, mais on pourra télécharger des figurines, des éléments de décoration sur Internet et les imprimer soi-même. Ici, ce qu'on fait avec les mêmes machines, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on dessine nous-mêmes les pièces, on fait des prototypes fonctionnels qui ont vraiment une fonction technique
qui rentre dans un prototype plus large et qui doit fonctionner. En début de semestre, il y a beaucoup de formations qui sont données à des groupes d'étudiantes et d'étudiants. Ce qui fait que du coup, il y a des gens qui débutent. Donc le début du semestre, on répond beaucoup à des questions. Comment mettre du filament sur la machine, comment paramétrer telle ou telle pièce, etc. Jusqu'à ce que les gens deviennent plus autonomes. Et ensuite, on passe plutôt dans une phase où oui, on est toujours là pour répondre aux questions, mais où on a même une collaboration presque de collègue à collègue avec certaines équipes, où on prend rendez-vous, on se fixe des objectifs pour telle semaine, pour tel jour, on travaille vraiment ensemble, notamment sur les machines sous supervision. En effet, les journées qui sont très chargées, il peut y avoir presque une file d'attente derrière moi de dizaines et de dizaines de personnes qui attendent que je sois disponible pour pouvoir poser leurs questions, sachant que des fois j'ai des rendez-vous avec des équipes, mais tout ça se fait dans la salle. Un des principes auxquels j'ai tenu dès mon arrivée ici, c'était finalement de ne pas avoir de bureau, mais vraiment d'être disponible. Si je suis au spot, je suis disponible dans la salle d'impression 3D. Quand je réponds à une question ou que je fais une démonstration ou que je corrige le design de quelqu'un, j'essaye de le faire à voix haute, j'essaye d'impliquer les autres personnes qui sont dans la salle pour que vraiment ça puisse susciter des apprentissages, mais aussi des échanges. On est beaucoup debout, on se déplace beaucoup, on butine d'une personne à l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe, on butine d'une imprimante à l'autre. Quand on a tout d'un coup des étudiants en mécanique qui s'intéressent à un projet d'architecture ou de sciences de la vie. Et puis on voit vraiment que ça apporte beaucoup à la personne qui explique son projet et aussi à celle, bien sûr, qui reçoit les informations. Il y a vraiment de l'intérêt mutuel qui se crée. Donc il y a une mutualisation des investissements, des équipements, mais aussi, à mon avis, du savoir et de l'expérience de chacun, chacune. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on reçoive un merci. Et ça, au-delà des anecdotes, c'est vraiment quelque chose qui est très très marquant en réalité et qui fait que ce travail est passionnant, non pas seulement pour les questions d'impression 3D, qui est ma passion de cœur depuis très longtemps, mais aussi pour le contact avec les gens et l'impact qu'on a sur ces personnes. Je suis convaincu qu'on a un vrai impact sur les personnes qui viennent fréquenter le spot, mais celles-ci ont aussi un impact sur nous et il y a vraiment une co-construction et on se nourrit mutuellement et c'est un des aspects les plus surprenants en fait, mais aussi les plus importants finalement de notre travail ici. Je fais de l'impression 3D et du coaching toute la nuit, aussi quand je ne suis pas là. Après, on est arrivé à apprendre à les faire un peu en chaîne, donc on pouvait en faire en parallèle. Mais en gros, on avait 20 heures d'impression, puis après, toute la partie polyuréthane, ça prenait 2 heures à faire, et après, il fallait attendre encore 24 heures ou 48 heures après que ça soit bien solidifié et qu'on puisse démouler. Et voilà, faire le post-processing. Et quand je suis arrivée, on a eu la chance d'avoir les nouvelles imprimantes Prusa XL qui peuvent imprimer 2 matériaux en même temps en fait. Et c'est là que Sébastien nous a conseillé, parce que nous en fait à Explore, le rover il doit rouler sur un terrain qui n'est pas vraiment régulier. On a beaucoup d'obstacles, on a plein de petits cailloux qui font que le rover prend beaucoup de chocs. Et on voulait ajouter une sorte d'amortissement sur le rover pour pouvoir rouler d'une façon beaucoup plus fluide. Et Sébastien vous avait conseillé d'utiliser un matériel flexible qui est le polyuréthane thermoplastique. On peut voir comment ça se déforme ici. Et du coup, avec la Prusa XL, on a pu imprimer les 2 matériaux en même temps, ce qui a fait que ça colle comme si c'était une seule pièce. Il n'y a aucun moyen où ça s'enlève. Mais au moins, ça prenait 30 heures à s'imprimer, le tout, avec la partie rigide qu'on a gardée en PETG parce que ça tient hyper bien le poids du rover qui fait genre 70 kg. Donc, la première fois qu'on est venu voir Sébastien, on avait déjà quelques modèles 3D, des images du patient, et on avait surtout l'information du chirurgien qui lui voulait avoir un modèle patient spécifique 3D du système thoracique pour pouvoir s'entraîner avant les opérations. L'idée c'est que au lieu d'avoir juste des modèles 3D sur l'ordinateur, l'idée ce serait que
les modèles qu'on peut toucher en 3D sont plus faciles pour s'entraîner, pour le chirurgien et même pour la transmission, par exemple, d'un chirurgien à l'autre. Le chemin il a été difficile. On a d'abord commencé par les Prusa XL avec un PETG haute température qu'on pensait qui serait capable de pouvoir tenir les hautes températures dans un four, puisque là c'est du carbone pré-preg, donc qui est déjà imprégné de résine et qui est ensuite mis dans un four pour polymériser la résine. Donc la cuisson, juste pour le grand public, la cuisson permet de durcir. Exactement, la cuisson permet de durcir donc, cette résine. On a vu que le moule en PETG haute température n'a pas tenu les températures qu'on attendait. Et donc ce qu'on a fait avec Sébastien, c'est qu'on a réfléchi à d'autres matériaux qui pouvaient être imprimés, mais aussi à d'autres machines. Et donc on est arrivé au résultat actuel qui fait qu'on a utilisé donc, la Delta Pro, la Prusa Pro, qui est beaucoup plus compétente que les Prusa XL. Et en termes de matériaux, ce qu'on a décidé de choisir, c'est du PET renforcé carbone, qui lui aussi permet de tenir des températures beaucoup plus élevées. Toute première itération, elle ressemble à ceci. Donc c'est une batterie qui a été designée pour durer sur 2 ans. Et donc, durant sa phase de design, je ne sais pas si tu arrives à zoomer peut-être, on peut voir qu'il y a des connecteurs ici qui sont en 2 parties. Une partie les 2 parties sont imprimées en titane, donc impression métal. Et je ne sais pas, il ressemble à ça, si ça peut aider. Donc il y a la géométrie est complexe, il y a des petites ailettes à l'intérieur, il y a pas mal de courbes. Et donc la seule manière de créer des connecteurs comme ça, c'est l'impression 3D. Et à l'époque, on avait un sponsor pour faire de l'impression titane, donc ça paraissait une très bonne solution. Mais malheureusement, on s'est aperçu durant les tests que l'étanchéité et la fiabilité de ce système étaient discutables, disons. Là, finalement, les pièces que vous avez maintenant dans la voiture, elles ont été imprimées ici en résine, c'est ça? Ouais. J'explique aussi un peu. En fait, on a 2 pièces imprimées en 3D. Donc, on a les pièces en haut, c'est pour faire le lien entre tous les segments, pour faire l'entrée et la sortie ensuite du circuit. Donc, elles sont imprimées avec une résine qui tient juste à haute température. Elle n'a pas besoin de suivre cette norme vu qu'ils ne sont pas directement dans la batterie. Mais après, au niveau de cette hauteur-là, on a le couvercle qui vient, donc tout ce qui est en bas, c'est à l'intérieur. Exactement. Donc entre les 2 cooling channels là se placent les cellules. Ah, c'est les derniers petites... C'est fait.